Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 20 janvier. Au sommaire aujourd'hui, retour pour le rapport d'activité du SDIS Gland-Serine. Il y a quelques jours, nous recevions en plateau la présidente du Que Dire, Anne Stiefel, accompagnée du commandant Daniel Grosjean. Dans la rubrique sportive, Audrey Henné nous raconte une histoire de famille, celle des Maillards, en plateau Timéo, du ski club de Nyon, jeune athlète prodige. Enfin, en culture, interview haute couture avec la journaliste de la Côte Marie-Christine Fert qui nous présente son nouvel ouvrage intitulé Gabrielle Chanel, les années d'exil, publié aux éditions Sletkin. Le SDIS Gland-Serine présente son rapport 2020, retour sur les interventions qui ont marqué l'année, retour également sur l'impact du Covid et sur la manière de travailler du SDIS Gland-Serine. On en parle avec nos invités. Anne Stiefel, présidente du Que Dire du SDIS Gland-Serine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également le commandant Daniel Grosjean, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Alors cette année 2020, en quelques mots, si vous deviez la résumer, à quoi est-ce qu'elle a rassemblé ? Oh, comme tout le monde, comme pour tout le monde, ça a été une année bizarre, une année où on a fallu s'adapter, une année qui était particulière, où je crois que tout le monde va s'en souvenir. J'imagine que du côté de la présidente, c'était aussi passablement d'organisation, de réunions Zoom à organiser. Alors surtout que le Que Dire a dû se réunir en Zoom, puisque d'habitude on le faisait en présentiel, donc c'était pour nous une nouveauté, si je puis dire ça comme ça. Au niveau de l'organisation, elle appartenait surtout en fait à l'état-major, en particulier au major Grosjean. Ceci dit, on a eu quelques réunions téléphoniques, disons ça comme ça, mais effectivement, c'était une année de challenge et je dois avouer qu'il a été relevé d'une main de maître. Alors des réunions à distance, mais il fallait aussi revenir sur le terrain. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre manière de travailler, le Covid ? Alors, je pense que la chose la primordiale qui a changé, c'était de fermer les portes des casernes. On a quand même un monde dans lequel on privilégie l'aspect social, l'aspect liaison. On demande aux gens de passer en caserne pour voir dans les véhicules, voir ce qui s'est changé. Et du jour au lendemain, on leur a fermé, on leur a dit à tout le monde, maintenant, à partir de maintenant, vous venez plus que pour les interventions. Donc ça, je pense que cet aspect-là a grandement changé. Supprimer les formations ou les adapter, je crois que c'est le maître mot de l'année écoulée, c'est s'adapter. Au niveau des interventions, j'imagine qu'il y a aussi une manière différente d'approcher rien que son véhicule. Une désinfection, ça passe par quoi concrètement ? Alors ça se passe déjà sur la mise sur pied. Effectivement, on a limité le nombre de personnes par véhicule. Donc en gros, on partait avec le même nombre de sapeurs pour un événement, mais simplement on prenait plus de véhicules, jamais plus de 2 sur une même ligne d'un véhicule. Donc c'est vrai qu'on a sorti passablement de véhicules l'année écoulée. Alors en quelques chiffres, le SDIS Gland-Serine, c'est 95 interventions durant l'année écoulée, soit 1475 heures d'engagement et 616 heures d'intervention. Une diminution de 24% de vos sorties, comment vous l'expliquez ? Alors, à l'analyse des chiffres, on a pu se rendre compte que l'année écoulée, en définitive, les chiffres ont été relativement stables. Le principal facteur, c'est qu'on a eu une année au niveau météorologique, malgré tout, c'était une très belle année, et on a eu peu d'inondations. Donc, en définitive, la météo aura eu plus d'impact sur nos sorties que l'effet Covid. Anne Stiefel, en tant que présidente, est-ce qu'il y a une intervention des équipes qui vous a marqué ? Alors oui, qui m'a marqué, je veux dire, c'est particulièrement l'intervention qui a eu lieu à Beugnin il y a quelques semaines par rapport à l'incendie qui donc s'est déroulé pendant un week-end dans le secrétariat de l'école. C'est vrai que de voir les pompiers intervenir pour quelque chose d'aussi peu ordinaire, je dirais, c'était pour moi une grande surprise. Mais cependant, on est quand même fiers de leur travail et pour le Que Dire, c'est une grande fierté de savoir qu'on peut s'appuyer sur des gens aussi engagés et volontaires. Daniel Grosjean, vous me disiez en préparant cette interview qu'une des interventions qui a marqué notamment toute votre carrière, c'est ce pylône à Gland. Effectivement, on est sorti pour un pylône qui était... Le message, c'était pylône haute tension, chute de pylône haute tension. Donc pour nous, une mission de sécurisation. Et puis, je pense qu'on a pu assister à une des plus grosses opérations policières de mise sur pied, l'opération policière qui a eu lieu sur le canton de Vaud, je pense, l'année dernière.
En termes de chiffres, le SDIS, c'est 25 sapeurs-pompiers sur le site de Serines, 69 sur le site de Gland. Donc en tout, 93 sapeurs-pompiers. Vous constatez une diminution de 11 personnes. Les 10 recrues engagées en 2020 n'ont pas suffi à combler les départs. Comment est-ce que ça impacte ces effectifs, ce manque ? Alors, au fil des années, on est habitué à avoir des fluctuations. Je dirais qu'on est dans l'ordre du normal. On reste autour du chiffre de 100 personnes pour les 7 communes. On est totalement dans une normale. On vit des cycles où il y a des fois des personnes qui profitent d'événements pour arrêter. L'année dernière, on a pu assister à ça. Qui dit départ dit également nomination. J'imagine qu'en tant que présidente, il faut aussi préparer cette année de transition. Que dire, qui va se modifier ? Alors effectivement, ce sera une année de transition parce que premièrement, pour le comité directeur en particulier, il y aura des élections. Donc le prochain comité directeur, on l'ignore pour l'instant. Ce sera donc la surprise, si je puis dire, de l'année. Autrement, on fait confiance en fait à l'état-major et au commandant pour continuer en fait, aller dans la continuité de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc j'imagine que ça fait partie des défis 2021. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors oui, déjà comme tout le monde, on va déjà voir comment l'année 2021 va se dérouler. Maintenant, d'un point de vue opérationnel, on est habitué à devoir s'adapter aux situations. Malgré tout, je pense que 2021, d'un point de vue purement opérationnel, on la craint pas trop. Daniel Grosjean, commandant du SDIS Gland, Serines, Anne Stiefel, présidente du comité directeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Sur ce plateau du mercredi dédié aux tout jeunes de la région, j'ai le plaisir d'accueillir Timéo Maillard, jeune skieur, et son papa coach Sébastien Meillard. Merci à vous deux d'être avec nous sur ce plateau. Timéo, comment ça va ? Ça va bien. Alors, tu as 14 ans seulement, ton truc à toi, c'est le slalom Super G. On le rappelle, tu fais partie du ski roman et du groupe ski club de Nyon. Ta dernière victoire, elle remonte, à mars 2020. C'était la Coupe Raiffeisen que tu as remportée. Et puis, patatras, il y a eu le Covid. Alors, oui. Sébastien, peut-être le papa coach, va nous expliquer comment le virus a affecté la vie de Timéo durant cette année 2020. Elle a affecté la vie à Timéo comme tout le monde. Et on a tous été un petit peu affectés, bloqués pendant 3 mois à la maison. Et puis essayer de s'entraîner quand même, faire des choses. Et puis après, la vie a repris au mois de juin. Pour lui, ça l'avait arrangé parce qu'il s'était cassé le pouce dans sa dernière course aussi. On peut parler d'un Covid qui t'a été bénéfique du tout ? Oui, du coup. Du coup, très bien. Et puis, Timéo, du coup, est-ce que, surtout en période de Covid, est-ce qu'avoir un papa coach, c'est un avantage ou au contraire un inconvénient ? C'est plutôt un avantage. Pourquoi ? Parce que on peut faire des entraînements à la maison et il n'y a pas tellement de désavantages. Alors, ton papa m'a raconté que tu avais mis les skis à l'âge de 18 mois, que ta grand-mère était prof de ski aussi. Donc, est-ce que ça aide d'avoir tout ce soutien familial ? On m'a pas tellement poussé à faire le ski, donc ça aide quand même, mais c'est plutôt moi qui me suis lancé. Très bien. Et puis dans ton actu, donc, elle remonte à pas plus tard que ce week-end, samedi 16 janvier, donc tu as une confrontation à l'interne au niveau du ski roman, oui. Donc une course à Lézin. Je te propose qu'on regarde quelques images de cette course ensemble et puis que tu la commentes. Donc qu'est-ce qu'on voit à l'image ? On voit moi qui descend et puis... La ligne était bonne dans le mur. Ouais, c'était pas mal. Ensuite, il y a le plat, on recharge le plat. Et ensuite, on ne boit plus. Donc, quel est le but sur une course comme ça, un entraînement comme ça ? Peut-être le papa ? Le but, cette année, les courses U16 sont interdites. C'était jusqu'à fin janvier. Maintenant, on a pris cette semaine jusqu'à fin février. Donc, à l'interne de ski roman, ils sont quand même obligés de faire des chronos, des confrontations à l'interne, pour pouvoir passer à l'étage du dessus l'année prochaine, pour faire des sélections. Voilà, d'où l'importance de ces... Avec le Covid, ils ont fait un coup le matin, c'était les filles, l'après-midi, c'était les garçons. Puis il y a une vingtaine d'athlètes espacés, et puis ils font chacun leur chrono. Très bien, donc je disais, d'où l'importance de ces courses. Timéo, est-ce que tu as un compétiteur direct ? Oui, il est en 2006 avec moi, il s'appelle Romain. Et comment ça se passe sur le chrono ? Il est un petit peu plus rapide que moi.
Très bien. Et puis, donc, la date de ta prochaine course, elle est, quant à elle, en stand-by, si j'ai bien compris. Par contre, ce qui est sûr, c'est que donc, tu approches la fin de la période scolaire obligatoire. Oui. Ton rêve, c'est quoi? Ça serait de faire plus de ski que d'école, mais c'est pas possible, je suis obligé de continuer mes études. Est-ce que tu as des modèles? Donc, tu as nommé ton compétiteur juste avant, mais dans les skieurs suisses, peut-être skieurs romans, est-ce que vous vous rencontrez entre vous? Est-ce que tu as des modèles, des personnalités que tu suis sur les réseaux sociaux? Oui, il y en a. On ne se rencontre pas en vrai, mais sur les réseaux sociaux, je les suis. Il y a Daniel Yule, Ramon Senozern et plein d'autres. Très bien. Et puis, est-ce qu'il y a une amoureuse que tu retrouves sur le ski? Non. Rien de ce côté-là. Bon. Pas sur le ski. Ce qui est sûr, c'est qu'on donc la possibilité de te retrouver sur ces entraînements nocturnes à Saint-Sergue. Sébastien, est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Ouais, c'est la première fois depuis 5-6 ans qu'on peut aller là-haut, s'entraîner. Toutes ces années passées par manque de neige. On le faisait au Diableret avant. Et puis, j'ai trouvé sympa cette année d'aller là-haut à Saint-Sergue. Il manque quand même un petit peu de neige, même s'il y en a beaucoup. Mais il y a de la neige à Saint-Sergue. Pour nous, compétiteurs, il manque de la neige. On a la peine à planter les piquets, mais ça va. Mais c'est quand même sympa de pouvoir faire un entraînement nocturne à 15 minutes de chez nous. Ça nous change. Nous, la moyenne, c'est 1 heure, 1 heure et quart de route pour aller s'entraîner, que ce soit en France. Bon, en France, cette année, on ne peut pas, mais Diableret, Zinal. Puis là, elle est à 15 minutes de chez nous. On y retourne la semaine prochaine. C'est top, quoi. Est-ce que d'ailleurs, Timéo, les entraînements nocturnes, c'est plus fun ou c'est un truc à faire en plus C'est pas forcément plus fun, mais ça change dans le jour. Ça change. Ça change un petit peu de ce que tu fais tous les jours. Ils sont beaucoup plus concentrés de nuit. Ils ont vraiment leur piquet. Ils n'ont que ça. Ils n'ont qu'une vision de ce qui se passe à côté. Il n'y a rien. Même si l'entraîneur gueule à côté, crie à côté, fait quelque chose, non, ils sont dans leur couloir, dans leur ligne. Puis ça change. Il faut aussi sortir de l'ordinaire. On voit Coupe du Monde, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, ils font aussi des courses de nuit, slalom bien sûr, course de vitesse, ça on ne peut pas. Mais puis ça draine du monde, pas cette année bien sûr, mais ouais, c'est bien. Donc, est-ce que ce genre d'événement, il est ouvert au public ou est-ce qu'il est réservé aux jeunes skieurs comme Timéo? Là, Saint-Sergue, non, parce que c'est fermé lundi, mardi. Donc, on a réservé la piste que pour nous. D'accord. Et sinon, il y aurait possibilité d'ouvrir la piste au public? Ouais, c'est ouvert les mardis, mercredis. Je n'ai pas les horaires exacts, mais il me semble du mercredi au dimanche. Normalement, Saint-Sergue, c'est ski fondu. Cette année, la fondue, c'est en stand-by. Mais oui, après, nous, on ne peut pas s'entraîner quand il y a du public. Ce n'est pas possible, parce qu'ils sont obligés de fermer toute la piste. Et puis nous... Très bien. Dans tous les cas, le rendez-vous est pris. Timéo, je te laisse rapidement me faire peut-être ta promo. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, etc. Sur Instagram, on peut me retrouver timéo.maillard. Très bien. Timéo et Sébastien Maillard, merci d'être passés nous voir sur NRTV. Et plein de succès pour toi, Timéo. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci. Ciao. Au revoir. Interview haute couture avec Marie-Christine Fert, la journaliste de La Côte, nous présente son premier ouvrage intitulé Gabrielle Chanel, les années d'exil, publié aux éditions Scatline. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors pourquoi avoir enquêté sur Chanel et plus particulièrement sur ses années en Suisse? Alors, il y a 2 dates. La première date, c'est le 10 janvier 1971. Gabrielle Chanel décède dans sa chambre du Ritz à Paris. Et 4 jours plus tard, le 14 janvier, elle est enterrée au cimetière du Bois de Vaux à Lausanne. La question, c'est pourquoi cette femme qui était le symbole de la haute couture française a-t-elle choisi Lausanne pour dernière demeure? Quand vous consultez les innombrables biographies qui ont été publiées sur Gabrielle Chanel, vous vous rendez compte que les pages consacrées au volet suisse de la couturière se limitent à quelques pages. Voilà, c'est vraiment succinct. Et donc, ce livre, c'était pour reconstituer le pulse, comprendre pourquoi elle avait choisi Lausanne pour dernière demeure. Ouais. Un véritable travail d'enquête que vous avez fait, mais c'est aussi votre métier en tant que journaliste. Mais pourquoi avoir enquêté sur Gabrielle? Je veux dire, est-ce que c'est une personnalité qui vous passionnait, que vous admiriez? Alors oui, moi c'est une femme qui m'a toujours fascinée par
sa trajectoire. Elle est issue d'un milieu extrêmement modeste, et puis elle est arrivée au summum de la haute couture, et son nom brille toujours voilà, sur ce secteur. Et puis il y a le parfum, il y a le Chanel numéro 5, qui est une aventure aussi extraordinaire, et qui a toujours été sa motivation première, c'était de valoriser ce parfum, qui l'a aidé aussi à revenir sur le devant de la scène de la haute couture. Alors vous l'appelez Gabrielle Chanel, je l'entends, mais pas Coco. Non, alors je l'appelle Gabrielle parce que même si au début de l'écriture, j'avais beaucoup d'a priori sur cette femme qui était égocentrique, qui était antisémite. Donc c'est votre enquête qui a changé votre regard. Voilà, tout à fait. C'est à force de lire des choses sur elle, en fait, on s'attache au personnage. Et c'est ça qui est assez troublant aussi dans cette aventure. Oui, parce qu'elle peut être détestable, justement, c'est ce que vous nous dites. Chanel en 5 mots, et je prends le chiffre 5 parce que c'est son chiffre préféré, emblématique. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, Chanel en 5 mots. Alors, détermination. Je crois que c'est une femme qui était extrêmement déterminée. C'est ce qui lui a aussi permis d'arriver là où elle a pu arriver. C'est une femme fière. Très fière. Elle s'est notamment battue pour récupérer des parts dans la société des parfums Chanel parce qu'elle s'estimait lésée. Donc par fierté, elle a mené ce combat. Il y a aussi travail. C'était une très très grande travailleuse. Elle a beaucoup travaillé. Ça, c'est une qualité qu'on ne peut pas lui empêcher. Voilà, c'était vraiment sa force de travail qui lui a permis aussi d'accéder là où elle était arrivée. Elle était également visionnaire. Voilà, c'était une femme qui avait une vision de la mode, qui a libéré les femmes en leur proposant des vêtements en jersey, des vêtements en tweed, qui leur permettaient de travailler et d'être à l'aise dans leurs vêtements. On dit d'ailleurs que chaque amant lui inspirait une pièce de vêtement. Ah, peut-être, peut-être. C'est possible. En tout cas, oui, certains de ses amants, je pense notamment au duc de Westminster, qui avait des vieux tweeds. Et en fait, elle s'inspirait de ces vieux vêtements pour créer de nouveaux tailleurs. Et puis, il manque donc une qualité. On va dire que c'était une femme qui était fidèle en amitié. Je crois elle avait très peu d'amis, mais elle avait certaines amitiés qui lui ont permis aussi de surmonter les épreuves. Pour revenir à vous et à votre parcours, en tant que journaliste, on a toujours envie d'écrire, j'imagine que c'est votre cas, cet ouvrage. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Mais j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. C'est vrai que c'est un exercice qui m'a beaucoup plu, d'enquêter comme ça, en profondeur, sur un personnage. Mais c'est vrai aussi que Gabrielle Chanel est un personnage fascinant. Voilà, parce que je crois qu'il y a encore des choses à écrire sur elle. J'ai essayé de reconstituer un pulse, le pulse de ces années, on va dire, lausannoises, ces années vaudoises. Mais à mon avis, on peut encore découvrir des choses sur elle. Elle a encore une part de mystère, Gabrielle Chanel. Ouais, dans ce mystère que vous avez découvert, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué? Alors, par exemple, tout le monde dit qu'elle était propriétaire d'une maison à Lausanne. Il se trouve que non, elle était locataire. Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est ce qui m'a un peu surprise dans cette enquête. Elle était locataire de cette maison sur les Hauts de Lausanne. Et elle avait choisi les Hauts de Lausanne. Elle avait été extrêmement difficile dans le choix de sa maison. Elle ne voulait surtout pas le bord du lac, contrairement à la plupart des gens. Elle ne voulait pas le bord du lac parce qu'elle estimait que le bord du lac, c'était sale, ça sentait mauvais. Elle voulait être sur les hauteurs de la ville. De quoi en parler, surtout à vous à la maison, de le découvrir. Gabrielle Chanel, les années d'exil. Marie-Christine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Et puis belle fin de journée. C'est tout pour la quotidienne du 20 janvier. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.